Bienvenue sur Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro un architecte ou un designer, une marque reconnue ou émergente, un entrepreneur ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco. Son parcours, son métier, son quotidien, son univers, ses goûts, on saura tout. Enfin, j'espère. Bonjour à tous, si vous écoutez pour la première fois, bienvenue. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Je dois bien avouer que depuis le lancement de ce podcast, la question « Quand est-ce que tu interviews les et Jus ?» a bien dû m'être posée une vingtaine de fois. Alors les voilà, nous voilà, le duo d'architectes et Jus et moi, et pour Hélène Pinault et Jus pour Julien Schwartzmann, dans le petit salon de l'hôtel Panache. Il faut dire qu'il est difficile de ne pas succomber au charme de ce duo d'architectes, entre lignes scandinaves et minimalisme japonais, fonctionnalité épurée et poésie graphique, bonne humeur, douceur et créativité. Leur travail est beau mais efficace avant tout. Comment font-ils ? C'est ce qu'ils vont nous dire tout de suite. Bonjour Hélène, bonjour Julien. Bonjour Hortense. Bonjour Hortense. Alors j'ai fait des petits calculs, je crois que vous avez seulement 28 ans ? Oui, c'est ça. 28 ans, ouais. Donc, vos débuts ne sont pas très loin et en même temps, vous êtes déjà très connu, très suivi, très apprécié. Vous avez une énorme communauté, on en reparlera tout à l'heure. Quel regard vous avez sur ce début de carrière ? Pour nous, ça nous paraît assez fou. On est tous les jours dans notre petite bulle. On se rend pas vraiment compte de notre communauté et tout. Mais c'est vrai, quand on regarde les chiffres, c'est assez impressionnant. Mais nous, on fait notre petit bonhomme de chemin. On travaille du mieux qu'on peut. Et puis, on est très content que ça plaise. Vous vous attendiez à un tel succès, des propositions et des collabs si rapides ? Comment on l'explique, en fait, que ça ait démarré si vite, si fort ? J'avoue que c'est toujours un peu compliqué à comprendre et expliquer, mais je pense que c'était avant tout beaucoup de boulot. En fait, on a commencé très très jeune, pendant les études, à faire donc notre blog. On a commencé comme ça et on s'est fait connaître assez rapidement grâce à ça. Et c'est vrai que ça nous a permis, dès la sortie de l'école, finalement, d'accéder rapidement à des demandes. Mais j'avoue qu'on a été très surpris par la rapidité des demandes. Ça a été très vite avec la marque des petits hauts, mais je pense qu'on y reviendra après. On est très très exigeant avec nous-mêmes et du coup, je pense que ça joue beaucoup. Très vite, on a voulu faire des choses de qualité et avoir un univers assez marqué sans vraiment le vouloir, mais on a très vite développé une patte, même dans nos rendus d'archi à l'école, et du coup ça nous a beaucoup aidé. Je pense aussi les études, l'exigence qu'il y a dans ces études à nous créer un univers et une patte. Vous vous êtes rencontrés donc pendant vos études et après en fait vous vous êtes installés ensemble, je crois que c'est ça, et c'est là que vous avez créé le blog dont tu parlais, Julien ? Oui, c'est ça. En fait, on s'est rencontrés à l'école donc d'architecture de Strasbourg. Dès la première année, ça a bien fonctionné, on s'entendait bien, etc. Et en quatrième année, on s'est installés ensemble, on a eu notre premier appartement et on a vraiment eu de la chance. C'était un super bel appartement, pas très cher, etc. Mais il fallait le meubler et du coup, c'est comme ça qu'on a commencé à faire des choses nous-mêmes, essayer d'être créatifs pour personnaliser un peu notre intérieur. Que vous partagiez sur un blog, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ça a vraiment été le point de départ finalement de cet appartement, puisque avant on avait chacun nos studios, on était un peu frustrés, on pouvait pas le décorer comme on voulait, et là vraiment l'appartement correspondait parfaitement en fait à notre univers. Il y avait un côté scandinave avec un parquet très clair et c'est vrai que ça nous a beaucoup plu et du coup ça a été le point de départ. On a commencé à faire des choses nous-mêmes, faire du do it yourself. Avant on n'en faisait pas du tout en fait, on l'a fait vraiment naturellement et de fil en aiguille on a voulu faire bien les choses. On a commencé à faire des photos nous-mêmes, à aller de plus en plus dans des choses design et après avec les réseaux on était très présents et des marques sont venues vers nous et tout s'est fait finalement assez naturellement. C'est ça qui est super agréable en fait dans notre parcours.
Et donc le premier projet côté architecture qu'on vous a proposé, côté architecte pardon, qu'on vous a proposé, c'était les petits hauts. Oui, c'est ça, c'était avec la marque des petits hauts. Donc on venait tout juste en fait de sortir de l'école, d'être diplômés. On était diplômés en septembre et 3 mois plus tard, ils sont venus vers nous pour nous proposer un projet. C'est vrai qu'on était hyper surpris et flatté parce que c'était une marque qui nous plaisait beaucoup dans son univers, dans son approche, tout ce qui est matériaux, couleurs, ça nous parlait beaucoup. Et donc du coup c'était pour une cour de l'une de leurs boutiques rue Keller qu'il fallait rénover. Donc c'était assez impressionnant parce qu'on était tout juste diplômés. Je pense qu'on va y revenir, mais c'est vrai que c'est des études très théoriques et tout l'aspect pratique de gérer un chantier, gérer des ouvriers, etc. C'était encore assez flou pour nous, donc ça nous paraissait assez dingue. On s'est dit il faut se jeter à l'eau, il faut pas se poser de questions et foncer. Comment vous travaillez sur un nouveau projet quand vous rentrez dans un lieu, que ce soit un appartement ou une boutique? Qu'est-ce que vous regardez en premier? Peut-être à quoi vous pensez? Alors on part du principe que tous les lieux ont une particularité, une qualité et que les gens voient pas forcément, mais c'est évidemment notre boulot de la mettre en valeur. Et en fait on part du lieu, du client, des fonctions qu'il faut mettre en valeur, de leurs souhaits, de leur envie, et il faut faire un mix de tout ça et voilà, faut trouver les points importants de chaque lieu pour créer le meilleur projet possible. Ce qu'on aime bien dire aussi souvent, c'est qu'il faut prendre en compte toutes les contraintes, et c'est vrai qu'on construit aussi un projet par les contraintes. Donc c'est vrai que... Qu'est-ce qu'une contrainte, par exemple? Alors ça peut être plein de choses. On parle souvent de contraintes techniques, donc il faut voir exactement où sont placées les évacuations, les murs porteurs. Donc il y a vraiment un vrai boulot de déceler, rechercher toutes ces contraintes-là, les mettre sur le plan, les avoir bien en tête, pour ensuite vraiment travailler autour de ça, et à partir de ça, parce que c'est vrai que finalement plus il y a de contraintes, plus ça nous amène et nous force à être créatifs. Donc c'est vrai que c'est souvent un bon exercice de partir de ça aussi. En fait, vous gardez l'existant ou par principe vous partez de zéro? Ça dépend vraiment de chaque projet. Quand on teste, les premiers tests qu'on va faire en plan, on va essayer vraiment de garder que les contraintes, vraiment enlever tout ce qui est mur, qu'on peut enlever, garder que les murs porteurs, noter les gaines techniques. Et à partir de là, c'est un peu une page blanche. On va faire beaucoup de tests en plan jusqu'à trouver le plan qui correspond parfaitement aussi aux envies des clients. Donc c'est vraiment un travail de fond, de recherche et d'investigation finalement. En fait, on va aussi partir du budget des clients. Donc ça dépend si ils ont un gros budget, on peut vraiment tout changer. Si ils ont un plus petit budget, il faut savoir quoi garder, quelle organisation garder, essayer de faire des modifications là où c'est vraiment le plus important. Et puis ensuite, c'est là qu'on crée le projet. Je crois que vous accordez beaucoup d'importance aux détails. Même là, on est arrivé. Vous avez dit, je regarde les détails. Dans quelle mesure c'est important? Alors ça, les détails, ça arrive vraiment à la fin. Le plus important, vraiment pour nous, je pense, c'est notre formation d'architecte classique, on va dire, pas architecte d'intérieur. On part vraiment du plan et les détails viennent vraiment à la fin. Pour nous, le plus important, c'est que le plan soit le plus au cordeau possible, des alignements, pas de verrues, qu'on appelle des recoins disgracieux, etc. C'est vraiment hyper important que l'espace soit fluide, ouvert, qu'on gagne en lumière, en circulation, c'est vraiment important que l'espace soit agréable à vivre, qu'il y ait de l'espace, qu'on se sente pas enfermé. Voilà, donc c'est vraiment un travail très important en plan. Et ensuite, selon le lieu, la particularité qu'on va trouver au lieu et ce que le plan va créer, en fait, c'est là qu'on va créer des détails intéressants, des niches, là où on va savoir où appliquer la couleur, où mettre un nouveau matériau, etc. Mais c'est d'abord le travail en plan qui est important.
Alors pour compléter un peu ce que tu as dit et en même temps te contredire un tout petit peu, c'est vrai que je pense aussi qu'il y a des détails qui viennent très rapidement en fait en début de projet où on va être inspiré par vraiment un détail particulier, une cheminée, un matériau sur une cheminée ou un détail de moulure. Et c'est vrai que ça peut être aussi des pistes qui nous mènent vraiment à des détails ensuite. Enfin, je suis d'accord après avec toi, hein, les détails c'est à la fin, on va vraiment prendre le temps de les imaginer, les dessiner et aussi qu'ils soient parfaitement réalisés. Et ça, c'est un gros travail de fond. Comment vous fonctionnez avec un client? Ils viennent vous chercher pour votre style, vos idées, ou finalement vous l'imposez d'une certaine manière? Comment vous échangez? Alors, je pense que les clients viennent vers nous pour notre style. Enfin, c'est sûr, s'ils veulent du baroque ou quelque chose de très noir ou très foncé, je pense pas qu'ils viendraient vers nous naturellement. Donc, en fait, c'est vraiment des échanges dès le premier rendez-vous, voir si on est sur la même longueur d'onde. C'est très important, sinon ça va être très compliqué à la fois pour eux, à la fois pour nous durant tout le projet. Et c'est vraiment pas le but. Il faut vraiment que ce soit un plaisir de travailler ensemble et que ce soit naturel et fluide. Donc, je pense qu'ils viennent en sachant un peu ce qu'ils vont trouver et quel genre d'appartement ou d'espace ils souhaitent. Mais ensuite, le but, c'est vraiment d'aller plus loin que ce que eux ont en tête. Souvent, les clients ont des idées préconçues. Même, ils ont une vision de notre style qui n'est pas forcément la nôtre. Et le but, c'est en fonction du lieu, de ce qu'on ressent, de ce qu'ils souhaitent, de leurs usages, etc., qu'on fasse quelque chose de particulier pour eux et pour l'espace. Comment vous les choisissez, les clients? Je dirais que c'est vraiment une question de feeling. C'est vraiment hyper important, comme tu as dit, sentir qu'il y a un vrai feeling entre nous. Et c'est vraiment dans les deux sens parce que un projet, ça va vraiment se construire ensemble avec nos clients. On va passer quand même beaucoup de temps ensemble, souvent au moins 6 mois. Donc ça va être un dialogue constant durant ces 6 mois. Et c'est vrai que je dirais que c'est vraiment le feeling avant tout, au-delà du fait que voilà, il faut qu'il y ait un budget cohérent, que le projet aussi nous parle, mais c'est vrai que le feeling, c'est vraiment le point de départ. Ce qu'on dit souvent, c'est qu'il faut qu'on ait l'impression qu'on puisse être amis avec les clients. En fait, si on n'était pas du tout dans un cadre professionnel, faut sentir qu'on se serait bien entendu dans la vie de tous les jours et que voilà, du coup ça marche et on fait souvent les meilleurs projets quand les clients et le feeling se fait le mieux possible. Qu'est-ce que ça apporte de passer par un architecte ? Alors c'est amusant parce que c'est une question qui revient souvent. Les gens ont l'impression de ne pas être légitimes et de ne pas avoir le droit de passer par un architecte parce qu'on a souvent l'impression et l'étiquette que c'est pour des gens riches, etc. Ce qui est un peu vrai. Il faut du budget, ça c'est indéniable. Pour faire un beau projet, des beaux détails, il faut un peu de budget. Mais voilà, on s'adapte aussi et c'est ça qui est intéressant pour nous. Mais pour moi, l'architecte est vraiment hyper important pour se sentir bien chez soi, que l'espace soit vraiment pensé pour une personne, une famille, vraiment que les usages soient parfaitement, qui collent parfaitement à la manière de vivre, aux habitudes du quotidien. Nous, on pose beaucoup de questions à nos clients, on est très attentifs aux moindres détails, aux moindres choses qu'ils disent pour pouvoir faire le projet qui correspond le mieux à leurs habitudes. Je pense en fait ce qu'on apporte aussi, c'est vraiment un point de vue voilà, qui va permettre vraiment de faire la synthèse de tout ce que les clients veulent, en même temps prendre en compte vraiment toutes les contraintes, donc à la fois budgétaires, à la fois techniques et à la fois les souhaits des clients. Et ce qu'on se rend compte souvent, c'est que les clients tout seuls sont un peu perdus face à ça. Finalement, ils ont plein d'envies, mais ils savent pas comment les associer, les mettre dans un espace en particulier. Et c'est vrai que je pense qu'on apporte ça, vraiment une solution adéquate à un lieu en particulier, à un client en particulier. Et c'est vrai qu'il y a un vrai travail, je pense aussi en plan. Nous, c'est vrai qu'on a en plus une formation vraiment d'architecte où on a vraiment appris à construire des plans cohérents qui fonctionnent. Et je pense que c'est ça aussi la vraie plus-value d'imaginer des espaces finalement qui fonctionnent très bien. En fait, il n'y a pas meilleur compliment que nos clients qui nous disent waouh, on vit tellement bien dans cet appartement, il est hyper agréable à vivre, il nous correspond parfaitement. C'est ça qu'on essaye de faire, à la fois allier le pratique pour que ce soit facile pour eux de vivre au quotidien et l'esthétique qui se sentent bien et que quand leurs amis viennent, ils soient fiers de montrer leur intérieur. Donc allier le pratique et l'esthétique, c'est ça qu'on essaye de faire et
Et c'est pour ça que l'archi est important. En plus, comme tu disais, souvent, les clients sont souvent un petit peu perdus. Et nous, on fait vraiment aussi en fonction du lieu. Par exemple, il y a des gens, ils veulent absolument du carrotiment, mais c'est pas forcément adapté au lieu, au style, à l'époque, etc. Et à l'usage. Donc voilà, il faut aussi les guider là-dessus. Les clients, parfois, ont tendance à vouloir faire eux-mêmes le plan parce qu'ils se disent « mais pourquoi on est arrivé à ce plan ? Il y a tellement de solutions, etc. » Mais en fait... un bon plan d'archi, c'est pas mettre des fonctions les unes à côté des autres. Il y a vraiment un savoir-faire et parfois des compromis à faire pour que le plan fonctionne. On n'a pas parlé beaucoup, mais il y a une vraie aussi pédagogie dans notre métier. C'est vraiment la relation client. Finalement, c'était quelque chose qu'on n'avait pas du tout vu forcément à l'école. Et c'est vrai que c'est une grosse part de notre métier. Et je pense qu'il faut être justement très pédagogue pour expliquer pourquoi on est arrivé à cette solution, pourquoi on pense que c'est la plus pertinente. Et comme je disais tout à l'heure, voilà, c'est un tout. Il faut prendre toutes les contraintes en compte. Et il faut être pédagogue pour bien expliquer le cheminement de nos idées et que justement les clients soient ouverts à cette idée. On est là pour aller plus loin en fait que ce qu'ils ont en tête, donc parfois on les bouscule un petit peu, mais voilà, il faut leur expliquer pourquoi on pense que pour eux et pour le lieu c'est la meilleure solution. Alors j'ai vu dans vos projets, il y a parfois des petits espaces, vous êtes un peu les rois des niches, des caissons, des rangements. Comment on gagne de la place dans un petit appartement si on veut donner 2-3 astuces pour apporter plus de volume ? Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le plan le plus important, vraiment dégager un maximum d'espace, créer des grands rangements fermés pour après avoir un espace assez minimaliste qu'on va ressentir plus grand et comme si on avait plus d'espace. C'est en ça qu'on est très inspiré par l'architecture japonaise où en fait ils arrivent vraiment à démultiplier la sensation d'espace dans des petites surfaces et on essaye vraiment on l'a beaucoup étudié quand on était étudiant et on essaye vraiment de retranscrire ça dans nos projets aujourd'hui et donc c'est vraiment important de voilà, démultiplier les espaces par les matériaux, les couleurs, faire des grands rangements contre les murs et après avoir du mobilier assez léger, aérien, qui fait qu'on se sent bien dans l'espace. En fait, ce qui est assez paradoxal, c'est quand on laisse les clients un peu tout seuls et avec leurs propres idées préconçues, ils ont tendance justement à vouloir ajouter beaucoup de rangements et voire trop en fait et mettre des fonctions les unes au bout des autres. Et comme tu dis, en fait, c'est là où le travail en plan est très très important et on va essayer de faire un espace vraiment le plus épuré possible. Et c'est en ça en fait que un espace petit va paraître grand finalement. C'est vraiment en condensant un maximum de rangements dans une épaisseur de mur, en le cachant un maximum, où vraiment ça va permettre de dégager tout le reste et vraiment avoir une sensation d'espace. Ah oui, l'astuce, c'est de cacher en fait. Bah, c'est bien, c'est ce qu'on aime bien dire en fait, c'est de faire un maximum de rangement. On va vraiment cacher un peu tout le bazar, on va dire, et qui permettent ensuite d'épurer totalement le reste de l'espace. Oui, mais un rangement peut être exposé si on pense à une bibliothèque par exemple, alors que vous pensez plutôt il faut mettre des portes et comme ça on a une impression d'espace. En fait, il faut trouver le mur souvent le plus adéquat pour mettre un très grand linéaire de rangement et se concentrer sur cet espace de rangement. Et le reste, créer des rangements plus ouverts, plus aériens, plus petits, mais qui vont ponctuer un peu l'espace et lui donner de la personnalité, mais vraiment se concentrer sur un endroit où on met tout le rangement. Et parfois, souvent, c'est le couloir ou un grand linéaire de mur. Mais il faut trouver cet endroit, souvent, où les gens vont pouvoir ranger un maximum de choses et ensuite, on est plus libre. Alors, vous avez un vrai univers on a effleuré l'idée depuis tout à l'heure. Est-ce qu'avec vos mots, vous pourriez définir, vous, votre style ? Alors, c'est très dur de se donner un style. En plus, on aime bien l'idée qu'il évolue en fonction du projet, du lieu, etc. Mais en général, je pense qu'on peut dire que c'est assez épuré, mais en même temps chaleureux et doux et un peu contrasté. C'est vrai qu'on se définit souvent avec nos influences japonaises et scandinaves. Donc c'est vrai que le mot scandinave est un peu maintenant devenu
Oui, un peu mainstream et souvent faussé. Nous, quand on pense à Scandinave, c'est vraiment le côté vraiment fonctionnel du design scandinave des années 50 avec Arne Jacobsen ou Alvar Aalto. C'est vrai qu'on est très inspiré par ça. Et pour le côté japonisant, tu l'as dit tout à l'heure, des espaces très épurés, très fonctionnels en même temps. Donc voilà. Est-ce que par rapport à ce style scandinave, vous avez repéré une nouvelle vague qui arrive, là, un autre courant qui vous plaît? Alors, il y a beaucoup le mouvement un peu craft et wabi-sabi qui est très présent en ce moment, qu'on aime beaucoup aussi parce que c'est vrai qu'on essaye de faire comprendre à nos clients que les plus beaux matériaux, c'est les matériaux naturels et c'est pas forcément une mauvaise chose qui se patine avec le temps et qui évoluent et qui soient pas forcément nickel comme le premier jour où ils ont emménagé. C'est vraiment très important cette patine et au contraire, ils prennent de la valeur. Donc, on milite vraiment pour utiliser des vrais matériaux naturels, de la vraie pierre, du vrai marbre, du bois, du béton. Même le béton, les gens pensent qu'il va rester uniforme du début à la fin, mais non, il se fissure légèrement, il y a une patine, mais c'est ça en fait qui donne vraiment du charme et ça a tellement plus de force que des imitations. Du coup, c'est vrai que le mouvement wabi-sabi et le côté un peu craft fait main, où on voit la main de l'homme, le côté unique de l'objet, ça nous parle aussi beaucoup. Et côté couleur, vous avez une palette de couleurs, il y a beaucoup de rose poudré et vous laissez beaucoup de blanc aussi dans les appartements. Ça apporte quoi de particulier dans un intérieur, ce type de couleur? Alors c'est vrai que nous on aime toujours dire qu'on part d'une base vraiment blanche. Pour nous c'est la base de tous les projets et ensuite on va le ponctuer avec des couleurs, donc c'est vrai assez douces mais toujours en même temps en contraste. C'est vrai notre marque de fabrique, sans le vouloir, hein, c'est vrai que c'est le rose qui en même temps évolue avec le temps. C'est vrai que si on revenait en arrière, c'est un rose peut-être plus soutenu. Maintenant, on va être sur des teintes un peu plus naturelles, nude. Mais je dirais que c'est vraiment pour apporter un maximum de lumière. Déjà, la base blanche, c'est vrai que souvent, quand on fait nos avant-après, ça impressionne les gens parce qu'on nous dit même, mais vous avez créé de la lumière, vous avez apporté de la lumière. Mais évidemment, on n'est pas magicien non plus. On va pas ajouter des fenêtres, etc. Mais déjà, le blanc fait beaucoup de choses. Je pense vraiment cette base blanche associée avec des matériaux assez clairs, c'est vrai que c'est un peu notre base de travail. Donc c'est vrai que tout ce qui est bois clair, bois blond, même quand on va utiliser un terrazzo, on va être souvent dans des terrazzo assez clairs, mais toujours en même temps en contraste avec des fois des couleurs un peu plus soutenues. Voilà, je pense que c'est un peu notre signature finalement, mais sans le vouloir, c'est vraiment naturel. On a toujours aimé ça, le rose. T'aimes même dire, Hélène, que je suis encore plus rose que toi, et on peut pas s'empêcher en fait que dans n'importe quel projet il y a au moins une touche de rose. Bah en fait, on trouve que le rose va avec tout et ça amène vraiment de la subtilité et de la douceur à un espace. Mais on n'aime pas non plus qu'on nous définisse que par le pastel parce que c'est vrai qu'on aime beaucoup quand même le contraste, toujours amener un rose mais avec un bleu foncé ou un noir. Voilà, c'est des choses très importantes pour nous de créer des contrastes, des teintes chaudes, froides. Les gens n'aiment pas trop qu'on dise ça, mais masculines, féminines, c'est très, très important. Et c'est marrant, vous parliez du terrazzo, j'allais vous demander, il revient assez souvent dans vos projets, vous avez des matériaux un peu fétiches comme ça? Le terrazzo, on aime beaucoup justement parce qu'il amène beaucoup de contraste et parce que c'est un matériau naturel très beau. Et maintenant, en fait, que les gens ont vu qu'on l'utilisait, ils nous le demandent beaucoup. Donc voilà, c'est pareil, il faut essayer de se renouveler, de faire en fonction de l'espace et du style qu'on essaye de créer dans l'appartement. Après, comme le disait Julien, les bois clairs, on les retrouve aussi beaucoup dans notre travail. Mais on essaye de varier vraiment les matériaux pour pas se répéter. Julien, vous êtes à l'aise avec ce style justement, on parle du rose là, qui a une part féminine assez importante ou oui, ça vient pas forcément d'Hélène en fait? Non, j'ai toujours été super à l'aise avec ça. J'ai jamais été contraint par Hélène d'utiliser du rose. C'est vrai que on a toujours été super raccord en fait sur nos goûts. Dès le début comme ça, vous avez trouvé votre style ensemble. Comment on se met d'accord sur une identité? Je sais pas s'il y a vraiment de moments où on se dit on va vraiment partir là-dedans. Non, ça s'est vraiment fait super naturellement. C'est ça qui est vraiment agréable dans notre duo, je pense. Voilà, on s'est jamais vraiment posé de questions. On a toujours été attirés par ces ambiances-là, ambiance scandinave, très minimaliste, mais toujours avec un peu de douceur.
Si, moi je me souviens du moment, c'est en 2e année, on devait étudier des maisons d'architectes connus et Julien avait tiré au sort la maison, la Moriyama House de Sana qu'on devait étudier et en fait ça a été une révélation pour nous deux en fait. Ça s'est fait, chacun on a eu un coup de cœur vraiment pour cette architecture et toute leur travail, leur douceur, leur subtilité, leur sensibilité, la nature qui rentre à l'intérieur de la maison, etc. Ça a vraiment été un coup de cœur, mais chacun de notre côté et en même temps. Et depuis, ça ne nous a pas quittés. Et côté inspiration, vous avez aussi les mêmes inspirations? Quelles sont vos sources d'inspiration? Oui, c'est vrai qu'on a un peu les mêmes sources d'inspiration, mais encore une fois, c'est inconscient, on aime les mêmes choses. Parfois, c'est moi qui vais commencer à dire à Julien, ah, regarde, j'aime bien telle chose, et il va dire, ça va mettre plus de temps, souvent Julien, il est plus dans la réflexion et moi je suis plus dans la spontanéité, mais voilà, c'est chacun notre tour, on fait découvrir à l'autre des nouvelles inspirations, mais souvent on est raccord. Et comment vous les découvrez alors? Que c'est quoi? C'est sur, ce sont les magazines, ce sont des voyages, ce sont des... Un peu de tout. Quand on est créatif, c'est vrai qu'on prend de l'inspiration de partout. On aime beaucoup faire des expositions. On suit beaucoup de blogs et de réseaux scandinaves, nordiques, qui ont une vision pas tout à fait comme nous en France, et on aime beaucoup leurs inspirations. On a des magazines aussi scandinaves qu'on lit beaucoup. Voilà, on essaye de diversifier un peu nos inspirations. Et quels sont justement les courants, les designers, peut-être même les personnalités qui vous inspirent? Alors c'est jamais évident, il y en a tellement, mais je dirais, comme tout à l'heure, c'est vrai que le design scandinave, on est très très attiré par voilà, des grands designers et architectes comme ont été Alvar Aalto ou Arne Jacobsen, où c'est vraiment des lignes très pures, fonctionnelles, où chaque détail est pensé et a une fonction. Ensuite en peinture, je vais te laisser répondre, mais je sais que tu es une grande fan du travail de Kandinsky par exemple. Oui, j'aime beaucoup Kandinsky par son approche un peu pluridisciplinaire en fait, où il crée de la peinture en fonction de la musique. Il essayait de retranscrire en fait la musique dans la peinture, où il y avait aussi toute une réflexion sur le lien entre forme et couleur. Voilà, et puis évidemment sa sensibilité et les couleurs, les forces dans ses peintures, ça me parle beaucoup. Je fais moi-même un peu des collages dans mon temps libre, etc. Ça permet vraiment de libérer sa création sans avoir les contraintes de l'archi, etc. Je fais des formes assez abstraites et dans les courbes, etc. Donc ce qu'on retrouve pas forcément dans l'archi. Et ça permet de vraiment laisser son inspiration et sa créativité parler. Mais là, on s'éloigne un peu du sujet. Non, c'est hyper intéressant. Non, c'est très intéressant. Non, toi, oui, voilà. Enfin, toi, pour le côté rêveur, c'est vrai qu'on aime bien se définir, où toi, t'as un côté rêveur et moi un peu plus maniaque, architecturé. Donc moi, je m'évade un peu en faisant de la photo, finalement. C'est vrai que c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Voilà, faire des cadrages très architecturés avec un œil d'architecte, finalement. Et donc par la photo, je t'apporte, je pense aussi, je t'ai fait connaître, je pense, des choses en cinéma, le cinéma de Wes Anderson, ou encore une fois, ça va être quelque chose qui me plaît beaucoup parce que très cadré, très symétrique, avec vraiment des cadrages parfaits, et voilà, c'est des choses qui me parlent beaucoup. Alors, il y a de plus en plus je me demandais, de studios d'architectes qui ont un peu pignon sur rue, donc des inspirations un peu communes, des idées, des partis pris qui reviennent, voire même un peu, on parle de copie, de style. Vous-même, vous êtes peut-être inspiré de quelqu'un avant vous et maintenant vous êtes peut-être vous-même copié, entre guillemets. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? C'est vrai que ça revient souvent déjà à l'école d'archi où c'était un peu la guéguerre entre les étudiants. C'est moi qui l'ai découvert en premier, c'est mon style, tu m'as copié, etc. Mais je pense que on se nourrit les uns les autres. Forcément, maintenant avec les réseaux Pinterest, on est tous inspirés par les mêmes choses. Il y a des tendances, donc forcément, on va utiliser le même style de couleur, le même type de matériaux. Voilà, enfin. Je pense pas qu'il y ait de copies et justement ça nous pousse à aller plus loin, je pense, d'avoir beaucoup d'archis à Paris, etc. Donc moi je pense que c'est plutôt une concurrence entre guillemets saine qui nous pousse à créer encore plus et d'aller plus loin et de trouver d'autres inspirations.
Après, ce qui rend aussi chaque projet unique, c'est aussi les contraintes, les clients, ce qui va nous pousser justement à pas juste, entre guillemets, copier une image qu'on aime bien, ça va être essayer de l'adapter par rapport à un espace, par rapport à un projet. C'est là où souvent, d'ailleurs, les clients ont du mal avec ça, c'est-à-dire ils vont avoir tout le monde a maintenant un peu Pinterest, ils vont piocher, ils vont dire j'aime ça, mais en fait, ils savent pas comment faire pour le transposer dans un espace en particulier. Donc, c'est vrai que c'est ça aussi qui permet de faire des projets un peu uniques et voilà, le lieu, les clients et s'inspirer de tout ça pour en faire vraiment quelque chose de singulier. Oui, c'est vraiment le mélange d'inspiration, le lieu et le client qui enrichit vraiment le projet et c'est ça qui doit nourrir la réflexion. Alors, vous faites aussi vous avez imaginé du mobilier, vous avez revisité une chaise d'écolier avec Mum and Dad Factory, vous avez créé un papier peint avec Season Paper et votre dernier, vous avez plein de projets comme ça, et votre dernier projet en date, c'est une collab avec Target pour la sortie de leur nouvelle gamme de revêtements de sol en vinyle, c'est bien ça. Est-ce que vous pouvez nous parler juste de ce projet, parce qu'on peut le découvrir jusqu'au 30 mars? Oui, alors ce projet, on était très contents que Target fasse appel à nous. On connaît bien leurs produits depuis pas mal d'années. Et c'est vrai qu'on trouvait que c'était hyper intéressant de travailler sur une scénographie, de sortir un peu de nos sentiers battus. C'est vrai que la scénographie, c'est pas notre domaine de prédilection. On fait beaucoup de rénovations d'appartements, de boutiques. Et là, ce qui était hyper intéressant, finalement, c'est d'être totalement libre dans la conception, le choix des matériaux, l'association des matériaux et ce côté design. On peut vraiment se lâcher où finalement il y a moins de contraintes peut-être que dans un appartement avec des clients où là on pouvait vraiment se dessiner beaucoup de choses très créatives. C'est ça qu'on a trouvé très intéressant dans ce projet et du coup pour en parler en deux mots, l'idée c'était vraiment de mettre en valeur leur nouvelle gamme de vinyle qu'on va retrouver au sol et ensuite qu'on a ponctué avec des matériaux d'eau de gamme un peu plus graphiques et dans des formes assez rondes, assez douces, tout en sensibilité. Et l'idée vraiment, c'était de montrer qu'avec un matériau qu'on pense souvent très simple et bas de gamme parce que très peu cher, on peut faire des choses hyper créatives. En fait, leur nouvelle gamme, c'est destiné vraiment à l'habitat social, voilà, donc des choses où ça peut paraître un peu triste et c'était vraiment l'idée d'anoblir le matériau et de l'utiliser de manière créative et déco un peu et que c'est pour ça qu'on a essayé de recréer en fait l'évocation d'une maison pour montrer qu'on peut vraiment se sentir bien et être bien chez soi avec ce type de matériaux et que c'est pas parce que voilà comme tu disais c'est pas très cher que on peut pas faire des beaux espaces avec. Qu'est-ce que vous préférez dans votre métier ? La partie créative sans hésiter parce que c'est vraiment pour ça qu'on s'est orienté vers l'architecture d'intérieur. On avait fait plusieurs stages en agence, plus pour de l'architecture, voilà, construire des logements, des bâtiments publics et on avait été un peu frustrés après les études qui nous apprenait à être très créatif et une façon de penser le projet qu'on retrouvait pas forcément en agence où il y avait beaucoup de normes à respecter, les logements qui étaient assez simples où on mettait pas beaucoup d'originalité, etc. dedans parce qu'il y avait plein d'autres contraintes et du coup on a vraiment voulu s'orienter sur l'architecture d'intérieur parce que on sentait qu'on serait beaucoup plus créatif là parce qu'il y aurait pas toutes les normes qu'il y a pour les logements collectifs. Et le moins ? Qu'est-ce que vous aimez le moins ? On va dire la partie administrative, c'est pas pour ça qu'on a voulu forcément faire ce métier, mais ça fait partie du métier et il faut le faire aussi bien, c'est-à-dire toute cette préparation de chantier. On va faire beaucoup de prospection auprès des entreprises, la phase de devis, de descriptif des travaux, où c'est assez fastidieux mais hyper important en fait pour la suite parce que comme on le dit à nos clients, plus un chantier va bien être préparé, plus ça va bien se passer. Donc en fait chaque partie est très importante. C'est vrai que la partie conception, c'est là où on va vraiment aimer tester plein de choses, c'est voilà la partie créative finalement qui est hyper intéressante, la partie préparation de chantier un peu moins sexy on va dire mais tout aussi importante et en même temps moi de mon côté c'est vrai que j'aime beaucoup travailler les détails, c'est là où on va vraiment aller dans le détail, choisir voilà les dimensions de chaque chose et c'est en ça aussi quand même que c'est assez intéressant. Et pour la dernière partie, la partie réalisation, finalement là on trouve quand même ça hyper intéressant, la finalité finalement, parce qu'on va redécouvrir en vrai ce qu'on a imaginé sur papier, ça c'est quand même super intéressant.
Et puis depuis plusieurs années, on prend de plus en plus goût en fait à travailler sur les chantiers avec les ouvriers. On a un vrai lien avec eux, on se comprend bien maintenant et c'est hyper intéressant de travailler avec eux aussi, de prendre leur savoir plus technique et de travailler ensemble. Ça, c'est vraiment une partie qui nous plaît de plus en plus. Sur le travail à deux, est-ce que vous avez le même rôle, en quoi vous êtes complémentaires Alors, on a les mêmes inspirations pour ça, donc on se comprend très bien. Mais après, c'est vrai qu'on a nos spécificités de par notre caractère. Comme tu disais tout à l'heure, je suis plus la rêveuse et Julien plus dans la réflexion. Donc, je vais plus m'occuper des inspirations, de trouver les matériaux, les accords de couleurs, etc. Et Julien, lui, va vraiment travailler sur le carnet de détails, voilà, pour la préparation du chantier et tout réfléchir au millimètre. Mais on fait tout vraiment conjointement, même les inspirations. Julien, il a évidemment plein d'idées aussi et moi, je vais lui donner mon avis sur les dimensions des choses. Donc tout est fait vraiment à deux. C'est vrai qu'on fait tout à deux et c'est vrai qu'on trouve qu'on se rend plus fort aussi en travaillant ensemble. Même pour des réunions de chantier, on essaie d'y aller le plus souvent tous les deux parce qu'on se donne de la force et puis on peut être un peu sur tous les fronts, en même temps gérer le client et les ouvriers en même temps. Et c'est vrai que voilà, chacun a sa spécificité, mais je pense qu'on se complète et on se comprend aussi parfaitement. En fait, on dit toujours qu'à deux cerveaux, on va plus loin. Moi, si j'ai une idée, Julien il va me dire mais on pourrait aller encore plus loin en faisant ça. Et puis voilà, c'est un dialogue et on va plus loin que si on était tout seul à réfléchir à notre projet. Ça me rappelle en école d'architecture où quand on avait des projets individuels, on était toujours très jaloux du projet de l'autre parce qu'on avait l'impression qu'il était vraiment mieux que le nôtre et c'est vrai qu'on était justement très contents de pouvoir travailler en dernière année ensemble sur notre diplôme et c'est là où on a senti vraiment qu'on était fait pour travailler ensemble et qu'on se comprenait parfaitement sur... Et vous êtes toujours d'accord ? Non, bah c'est ça, mais justement c'est ça qui enrichit le projet. Moi parfois je vais avoir une idée, non, il faut plus le faire comme ça et voilà, je travaille plus à l'intuition et Julien a besoin de plus de réflexion et de temps, mais c'est comme ça qu'on avance et qu'on va justement plus loin quand on n'est pas d'accord et qu'on dialogue tous les deux. Mais qui a le dernier mot ? Ça dépend. Parfois, je vais dire à Julien, ah non mais c'est vrai, t'as raison, c'est bien plus fort de le faire comme ça et parfois c'est l'inverse. Et vous êtes ensemble aussi dans la vie, on l'aura compris. Vous arrivez à déconnecter le week-end ? C'est très compliqué. Non, c'est vrai. En plus, on travaille beaucoup et c'est vraiment un métier passion, donc on a beaucoup de mal à s'arrêter. On essaye, on prend des bonnes résolutions, on essaye de penser à autre chose le week-end, d'essayer de pas parler de boulot le soir, de pas en parler non plus, de penser à autre chose, mais c'est compliqué. Je pense que c'est un vrai travail au quotidien en fait pour trouver un équilibre parce que si on revient au tout début de notre parcours, je pense qu'on était tellement heureux d'avoir plein de demandes de projets, qu'on était un peu naïfs, voilà, on voulait travailler, on n'avait pas forcément de limites, mais c'est vrai que là de plus en plus on essaye de rechercher voilà un vrai cadre, de cadrer les choses pour aussi avoir une vie à côté parce que voilà c'est un métier passion mais il faut quand même aussi pouvoir avoir un peu du temps pour soi à côté je pense. Les profs, d'ailleurs, à l'école nous disaient qu'on avait de la chance parce qu'on avait une très grande capacité de travail. Mais je pense que c'est parce qu'on était très exigeants avec nous-mêmes et qu'on adore en fait ce qu'on fait. Alors, vous avez une énorme communauté. D'où vient-elle ? Très bonne question, il faudrait leur poser la question. C'est parce que en fait, on a commencé, comme on le disait, très tôt pendant nos études. En fait, les études d'architecture, c'est quand même des études très exigeantes, très dures. Et en fait, on avait besoin d'un échappatoire un peu créatif où on était vraiment libre, sans contrainte, on pouvait faire ce qu'on voulait. Donc, ce blog nous a beaucoup aidés, où on a montré donc notre premier appartement ensemble, les créations qu'on faisait pour le meubler, le personnaliser, etc. Et je pense que les gens commençaient à nous suivre à partir de là et ont suivi un peu notre évolution. Au fur et à mesure, on a plus mis l'architecture au centre de nos activités. Je fais une parenthèse. Pourquoi est-ce que tu dis que c'est difficile les études d'architecte ? Parce que nous, d'extérieur, on peut se dire que c'est des études vraiment passionnantes. C'est passionnant, mais en fait, quand on est un bon élève, voilà,
les gens, les profs ont tendance à attendre beaucoup de soi et nous poussent vraiment dans nos retranchements. Le projet, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps, de réflexion, où il faut aller toujours de plus en plus loin pour vraiment trouver un concept et quelque chose de fort. Et comme on travaillait beaucoup, je pense que les profs ont vu ça et ont voulu qu'on aille vraiment loin, et n'hésitaient pas à nous casser lors des rendus pour vraiment nous remettre en question et qu'on travaille encore et encore. Donc c'est pour ça, dans ce sens-là, que c'est dur, mais en même temps, c'est passionnant. Donc, j'en reviens à la communauté. Quel est votre rapport à Instagram ? Vous postez beaucoup, vous y passez du temps. Est-ce que vous y passez du temps pour les bonnes raisons, pour trouver l'inspiration ou être en contact avec toutes les personnes qui vous suivent, ou parfois on passe du temps un peu pour rien et on s'en veut à la fin ? Très bonne question. Je pense que après on n'est pas, bizarrement par rapport à notre communauté, on n'est pas non plus irréprochable. Je pense qu'on passe pas tant de temps que ça sur Instagram. On essaie vraiment de faire les choses quand c'est vraiment nécessaire. On parle avant tout maintenant de notre métier d'architecte. On aime partager, c'est vrai, toute la phase de conception ou même de chantier en story. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi l'avant-après qui marche beaucoup. On a toujours été quand même des personnes assez timides, on montre pas trop notre vie privée, etc. C'est vraiment quelque chose de professionnel, et même dans les personnes qu'on suit, on suit pas des personnes nocives entre guillemets ou qui donnent envie, etc. C'est vraiment de l'inspiration. On suit beaucoup d'artistes, d'autres archis évidemment, et on le prend vraiment comme ça, comme de l'inspiration. C'est pas le côté voyeur et malsain d'Instagram. Alors, donc vous êtes fait connaître parce qu'on parlait du blog et du do-it-yourself. Vous avez arrêté tout ce qui est do-it-yourself ? Oui, on a arrêté plus par manque de temps, et aussi parce que on en a fait énormément avec plein de marques, on a fait plus du design, etc. On a même fait un livre en 2016 qui, pour nous, psychologiquement, clôturait un peu ce chapitre de notre vie, et parce qu'on avait vraiment envie de se concentrer à 100% sur l'archi. Vous êtes passé à autre chose, c'est pas quelque chose qui vous manque parce que vous n'avez plus le temps ? Non, c'est vrai qu'on est passé un peu à autre chose, mais en même temps, on l'a toujours un peu en tête finalement, et ça fait partie de notre parcours. Donc je pense que c'était quand même un petit chapitre de notre vie assez intéressant, parce que ça a pu aussi nous aider sur toute la partie conception, comprendre. On est devenu un peu, par la force des choses, bricoleur et comprendre comment monter un meuble, etc. Et je pense que ça nous sert au quotidien quand même sur les chantiers, et avoir aussi une certaine légitimité quand on parle de détails avec des ouvriers. On se sent un peu plus légitime de pouvoir parler de ça, parce que ça nous a aussi apporté ça, le do-it-yourself, et aussi je pense de la créativité avec faire beaucoup avec peu de choses finalement. Je pense que c'est ça que ça nous apporte encore au quotidien. Du coup, vous faisiez ça beaucoup sur votre temps libre. Aujourd'hui, vous faites quoi sur votre temps libre ? Oui, c'est vrai qu'à la base, on faisait ça sur notre temps libre quand on était étudiant. Maintenant, sur notre temps libre, on essaie Comment vraiment... vous vous déconnectez ? Oui, pardon, peut-être c'est plus clair. Je pense qu'on essaie vraiment de s'évader et de déconnecter totalement de l'architecture le plus possible, mais tout en restant dans un milieu créatif quand même. Ça va être faire des voyages, aller à des expos dès qu'on a un peu de temps, parce qu'on a toujours l'impression qu'on n'en fait pas assez et qu'on est toujours trop dans le boulot. Après, ça peut être déconnecté aussi en regardant un film, en écoutant de la musique, en feuilletant des magazines, mais on n'est jamais très loin de l'architecture quand même, je pense. C'est comment chez vous ? Ça ressemble à quoi ? Est-ce que ça ressemble au projet que vous pouvez faire ? Oui, je pense forcément. C'est tout blanc, il y a beaucoup de bois, quelques touches de couleur. Je pense que c'est l'essence un peu de notre travail, ce qui est normal. Oui, souvent quand les gens viennent chez nous, ils voient qu'on ment pas sur la marchandise. Ils disent c'est vraiment vous, on sent vraiment qu'on est chez vous. Donc je pense que ça correspond parfaitement à notre univers, à notre personnalité. Donc Quelles sont vos bonnes adresses déco ? Où est-ce que vous achetez vos meubles ou objets déco ? Est-ce qu'il y a des petites marques ou des grandes marques que vous aimez bien ?
On aime bien être un peu sur tous les fronts, à la fois des grandes marques, on peut trouver quand même des belles pièces, et après des plus petites marques, voilà, qu'on apprécie beaucoup, tout en ayant aussi des belles pièces design. En fait, je pense que c'est un mélange de tout ça, en tout cas chez nous et même dans les projets, on essaie vraiment de proposer des choses un peu de tout horizon. Oui, donc si on peut en citer quelques-unes, je dirais Frama, donc une marque danoise qu'on apprécie beaucoup, Valérie Objects, qui est belge et qui édite vraiment de très belles choses, ou encore Statman, qui est une marque allemande pour le coup. On a une table très sympa de cette marque. Et ensuite, on va piocher aussi beaucoup dans des intemporels de la déco. C'est vrai que dernièrement, on a acheté une lampe de Le Corbusier, on a une lampe aussi Louis Poulsen, donc vraiment des icônes un peu du design. Après, on aime aussi beaucoup les petits créateurs. On avait rénové la boutique Clin d'œil qu'on aime beaucoup, qui propose une belle sélection. Aussi la boutique Leaf, voilà. Et on aime beaucoup les créateurs, notamment les céramiques, etc. Donc, on essaye aussi de soutenir la jeune création. Est-ce qu'il y a des lieux qui vous ont impressionné ces derniers temps? Un resto, une scéno, une expo Alors, la dernière expo qu'on a faite, c'est celle de Barbara Epworth, donc qui est une sculpteur anglaise. On aime beaucoup, surtout moi, toutes les formes abstraites, le mélange des matériaux, la sculpture, le côté fait main. Voilà, on a beaucoup aimé cette expo au musée Rodin. Et sinon, en hôtel d'archi, il y a l'hôtel Ziodo à Copenhague qu'on aimerait beaucoup découvrir, et aussi l'hôtel de Dorothée Melickson à Venise, qui a l'air magnifique, et comme d'habitude, elle marie très bien les couleurs et les matériaux, donc on serait curieux de voir. On parlait des tendances là, est-ce que pour vous il y a quelque chose qui est ringard en déco? Tout revient. Si on dit ça aujourd'hui, dans quelques années, on va se dire mais pourquoi on a dit ça? Tout revient, même au niveau des couleurs. Voilà, dans notre dernier papier peint, on a utilisé des teintes un peu violacées, alors qu'on se disait le violet erc. Mais en fait non, tout revient. Donc ce qui est ringard aujourd'hui ne le sera pas demain. Donc faut être ouvert. Alors, avant de passer aux questions à Wattmill de fin, je vais mettre en place un nouveau rendez-vous pour les questions des auditeurs. Alors, ça fait un peu RTL dit comme ça, il faut que je trouve une jolie formulation. Mais l'idée, c'est de faire participer les auditeurs. Donc, hier, sur Instagram, j'ai demandé à tous ceux qui suivent Décodeur s'ils avaient des questions pour vous. Et ils en avaient plein. Donc, on va en choisir 2-3 pour les poser en leur nom. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, je suis devant les questions. Il y en a une quarantaine. Donc, allez, ce qu'on peut faire, c'est que vous pouvez me donner à la limite un numéro et ça correspondra à une question. Dites-moi. Je vais te dire le 18, la date de notre mariage. Alors, j'ai une question de Atelier Purple Jewelry qui demande un style déco que vous aimez secrètement mais que vous n'osez pas vous avouer à l'autre. Très compliqué comme question. Ouais, je pense qu'il n'y a pas vraiment de secret entre nous, il n'y a pas de mauvaises influences. Et c'est vrai que vu qu'on partage pas mal, enfin un peu tout, je pense pas qu'il y ait un style déco en particulier qu'on n'avoue pas. Après, ça serait peut-être plus sur des goûts musicaux ou dans le cinéma, etc. Mais je ne sais pas si on va s'étendre sur le sujet. Alors, un autre numéro ? Le 30, c'est l'anniversaire de ma maman. Alors, j'ai une question de HTTP Benito. Quelles sont les caractéristiques du client idéal ? Ouais, si on peut le résumer en 2 mots, ça serait créatif et avec un budget cohérent. Donc, c'est pas grand-chose dit comme ça, mais c'est beaucoup parce que finalement, avoir un budget cohérent, malheureusement, on revient toujours à une question de budget dans les rénovations. Et c'est vrai que plus on va avoir le budget, plus on va pouvoir aussi imaginer de belles choses, de beaux détails. Donc c'est très important. Et ensuite le côté créatif pour le côté ouvert d'esprit qui va être vraiment porté par nos idées. Et voilà, je pense que c'est les 2 choses les plus importantes. Oui, un client créatif, c'est un client qui va aimer les idées qu'on voit pas partout et qui va vouloir une déco ou un appartement assez marqué, ce qui n'est pas le cas tout le temps. Et une dernière question, un numéro ? Je dirais le 9. Mon numéro fétiche. Ah, c'est une question de Claire. Toutes ces jolies collaborations ne vous donnent-elles pas envie de lancer votre marque ? Si seulement. On y pense depuis pas mal de temps. C'est vrai que le design, ça nous plaît énormément. C'est vraiment une échelle qui nous a toujours beaucoup parlé. Donc on avait commencé à faire des collabs au tout début
Et ensuite, on avait arrêté par manque de temps. Et c'est vrai que là, on essaye vraiment de se donner le plus de temps possible pour reprendre des collabs. Donc pour le moment, c'est le format qui est le plus efficace et qu'on aime beaucoup parce que ça permet vraiment d'imaginer un produit unique et singulier en un one shot, voilà, avec des marques qui nous plaisent bien. Donc c'est vrai qu'il y a eu même Endad de Factory, la chaise récemment, ou le papier peint avec Season Paper. Il y en a d'autres qui sont dans les tuyaux, donc il faut juste qu'on prenne le temps. Mais après, dans un idéal, c'est vrai que avoir sa propre marque, ça serait juste génial. Éditer son propre mobilier, c'est une question de temps, mais peut-être que dans quelques années, si on grossit et qu'on a plein de monde qui nous entoure, peut-être qu'on pourra le faire. Mais c'est un rêve dans un coin de notre tête. Après, on essaye aussi de dessiner du mobilier dans nos projets, des tables ou des placards ou des choses comme ça. Et on aimerait bien, si c'était possible, pouvoir les éditer pour que tout le monde puisse les acheter. Alors, on va terminer avec les questions à Watt 1000. Donc, question à 5,50 €, le prix d'un pack de lait. Moi, j'ai été très inspirée par votre nom, Eju. Eju, on dit Eju, Eju, Eju. Oui, par nos prénoms, il y en a beaucoup qui disent Eju. Ça oui, nous gêne pas. Je dis Eju depuis tout à l'heure, ça se trouve c'est Eju. Non, c'est Eju, c'est nos prénoms, donc Hélène et Julien. Mais si vous dites Eju, c'est pas grave. Alors, le matin, avant d'attaquer un chantier, vous êtes plutôt Hey jus d'orange, thé ou café? Moi, je suis très thé. Le thé, c'est la vie. J'en bois toute la journée. Mais Julien, il est un peu jus d'orange. Ouais, mais c'est vrai que tu m'as mis au thé quand même. Et c'est toujours sympa le moment, voilà, la préparation du thé. C'est toujours un petit moment où on prend le temps de se poser, de réfléchir à ce qu'on va faire de la journée, et un petit temps de pause toujours important. Question à 2 €, le prix d'une assiette blanche chez Ikea. Cette marque, et on entend souvent le mot Hej qui est suédois. Est-ce que vous savez ce que ça signifie? Oui, ça veut dire bonjour, mais en fait, notre nom vient un peu de là, parce que quand on regardait beaucoup les blogs scandinaves, etc., suédois, il y avait marqué en haut Hej, et j'ai dit à un moment à Julien, mais c'est marrant, regarde, ça fait Hélène et Julien, H et J, et Julien m'a dit, ah, mais ce serait encore mieux si c'était Eju avec un U. Et en fait, on a tout de suite bien aimé le nom, et en fait, ça vient un peu de là aussi, le nom Eju. Ouais, c'était hyper naturel, et c'est vrai que ça nous correspondait parfaitement, le côté scandinave, la consonance simple, et en même temps qui nous résume bien. Voilà, Hélène et Julien, c'était un peu une évidence, mais c'était donc on connaît bien ce mot-là, effectivement, et quand on le voit, on a presque envie de mettre un U maintenant, parce qu'on trouve ça bizarre. C'est marrant. Alors, question à 32 €, le prix d'un panier pour chien. Vous faites beaucoup de caissons, de niches, on le disait. Donc, en parlant de niche, pour ou contre le mobilier pour les animaux domestiques? Nous, on n'est pas trop pour ça. On n'aime pas que le chat il ait son panier attitré. En plus, les chats, on les connaît. On va faire un truc spécialement pour eux, ils vont pas y aller. Nous, on est plus, on aime bien quand ils se posent sur notre plaid ou le fauteuil. Voilà. Il va trouver de toute façon un endroit confortable pour lui. Il y en a plein, on se fait pas de soucis. Mais c'est vrai que, ou alors faudrait l'inventer, le joli panier, etc. Mais ça fait souvent un peu kitsch. Super. Bon, merci beaucoup Hélène, merci beaucoup Julien. Merci à toi. Merci à toi Hortense. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette émission pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter, LinkedIn ou en story Instagram par exemple. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Hortense Déco ou via le compte Décodeur Podcast sur Instagram. Et si jamais vous écoutez sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire, rubrique classement et avis, parce que plus j'ai de commentaires, plus Décodeur se démarque dans la jungle des podcasts, ce qui est très important pour moi, pour me faire connaître encore plus largement et faire découvrir le monde de la déco au plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.